pris un docteur en chimie de l'Université des Gants. Je suis parti après 2 ans aux États-Unis pour un postdoc. Comme là aussi, je peux dire, même encore une fois, je dirais, d'un point de vue faire grandir au niveau maturité, au niveau ouverture d'esprit, tout cela. Moi, mon expérience personnelle de ce postdoc, c'est exactement ça. C'est que moi, j'ai fait au niveau moi, de mon développement personnel, ça m'a fait faire un bond. Je suis entièrement d'accord avec Jorg là aussi, que on sent tout de suite le candidat devant soi qui a acquis quelque part cette maturité. On le sent. Il y a peut-être de temps en temps une exception qui a acquis cette maturité à travers son savoir-être, mais finalement, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Et encore une fois, je dirais, pour moi, quand je reviens sur mon temps d'étudiant, je crois que pour moi, c'était la plus belle période de ma carrière. Donc voilà, 2 ans donc, de postdoc et je suis revenu. Et donc, c'est là où j'ai rejoint la recherche pharmaceutique en Alsace, dans le laboratoire Mereldau, qui a fusionné Marie Mereldau. On a été racheté par Hoechst, on est devenu Hoechst-Roussel. Hoechst-Roussel, à ce moment-là, ils ont décidé, tiens, voilà, on ne veut plus de ce centre-là, on va le vendre. On était content que Saint-Elabo était là pour nous racheter. On est parti dans ce qu'on appelait dans le moment les nouvelles technologies, la chimie combinatoire, le criblage à haut débit. Donc, on était Saint-Elabo biomoléculaire. Donc, voilà. Et quelques années après, on a été racheté par Sanofi. Donc, on est devenu à ce moment-là Sanofi Saint-Elabo. Et puis après, moi, en 2001, j'ai eu une belle opportunité pour prendre la direction du centre de recherche Janssen-Cilag à Val-de-Reuil. Et en 2009, j'ai pris la responsabilité pour la chimie thérapeutique européenne qui contenait l'oncologie, CNS et infectious diseases pour le groupe Janssen pendant 3 ans. Et l'année dernière, si vous me posez la question pourquoi quitter J&J, ben, on était organisé d'une manière en franchise thérapeutique, mais avait des research capabilities qui étaient transverses. Et donc, moi, j'étais donc responsable pour la chimie thérapeutique qui était transverse. Et on a décidé d'en faire autrement. Et donc, ils ont remis la chimie thérapeutique dans les franchises thérapeutiques. Et je me suis retrouvé un peu sans poste. Et j'ai décidé pour moi-même que j'avais envie de faire, après des grands groupes pharma, de rejoindre une plus petite entité, ce qui est la société Novalix, avec qui je suis maintenant depuis 2 mois. Voilà. Ça, c'est mon parcours. Pendant la présentation, s'il y a des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, levez la main, je ne vais pas dire to shout, gueulez fort, dites voilà, j'ai une question, n'hésitez pas, encore une fois, pour que ce soit interactif. Il y aura certaines choses de redit avec ce que Jorge il a raconté avant, parce que là aussi, je parle un peu des perspectives après. Donc, moi, je vais démarrer. Dans mon topo, quand même, c'est que la découverte du médicament, vous avez vu que c'est quelque chose qui est très long, très coûteux. Et donc, voilà. Donc, je vais parler un peu du challenge. Je ne vais pas tout de suite rentrer dans des exemples concrets de comment est-ce qu'on a pu obtenir un médicament un jour. Donc, quand même, dire un peu. Comment est-ce qu'on s'y prend aujourd'hui même pour identifier un projet de recherche? Comment est-ce que ça peut marcher? Donc, voilà. Un peu d'une autre manière, entièrement d'accord avec Jorge, il faut, enfin, quand on peut faire en moins que 10 ans, on est des champions. Mais à la fin, je vais quand même, par une nouvelle approche, je vais quand même vous raconter l'histoire de Plexicon avec un composé sur le marché aujourd'hui. On a fait en moins que 10 ans, donc c'est possible quand on a la bonne approche. Donc, et ce qu'il y a aussi quand même dans le domaine, je ne parle pas du nombre de molécules qu'il faut, mais on estime aujourd'hui qu'il faut une 50aine de nouvelles idées de projets pour qu'il y ait un composé qui arrive au bout après cette très longue phase qui se situe là. Donc voilà, donc ce challenge-là aussi. Juste un petit slide, c'est qu'il y a des gens qui ont essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a tellement de composés qui tombent. Là, c'est des données qui sont vraiment déjà quand la molécule est déjà en clinique. Donc, et ce qu'on peut quand même voir, et là aussi, Jorge tout à l'heure, il a parfaitement dit, c'est que pour la petite molécule, encore une fois, tout ce que je vais raconter là, ça ne concerne pas les biologicals, ça concerne vraiment la petite molécule. Donc, au niveau de la petite molécule,
c'est vraiment souvent le grand problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas les bonnes paramètres physico-chimiques dans la molécule. On n'a pas le druggability, comme ça se dit en anglais, je ne sais pas comment on le dit en français, mais ces molécules, même s'ils sont actifs, ils n'ont pas les propriétés nécessaires pour que, après, quand on prend le médicament, pour qu'il soit bien absorbé, qu'il soit bien distribué, pour qu'au niveau métabolisation, que c'est correct, pour qu'il n'est pas trop vite éliminé, il faut quand même que la substance active reste un certain temps dans le corps pour pouvoir exercer son effet sur le corps. Donc tout ça, ça fait partie des challenges que nous avons. Donc il y a aussi des problèmes de toxicité qu'on n'a pas pu obtenir. Hier dans le jeu, il y avait des questions sur la durée de tox chronique et tout ça. Donc tout cela, c'est aujourd'hui très très réglementé. Mais encore une fois, même au-delà de ça, des choses qu'on a pu observer dans l'animal, des moments où on a quand même des choses qu'on découvre chez l'homme, des toxicités qu'on ne pouvait pas prévoir et qui, des moments, sont 1 sur 10 000, même si on a fait quelques 1000 patients dans une phase 3, c'est des choses que, des moments, on peut complètement louper encore. Donc, voilà. Mais donc, un certain nombre de raisons pourquoi on ne réussit pas, avec un nouveau idée, d'aller au marché. Donc voilà, donc les challenges, ils sont d'un côté biologie et ils sont de l'autre côté pour la chimie. Donc c'est vraiment, il faut essayer de trouver les projets qui ont vraiment une grande probabilité de succès. Moi, je dis au début, on ne sait pas du tout. Certainement, quand on a des cibles génomiques dont on ne connaît même pas du tout le lien vers la thérapie. Donc c'est très important quelque part qu'on se préoccupe. Mais à ce moment-là, je dirais, il faut aussi y mettre des bonnes approches. C'est vraiment travailler de la bonne manière et c'est un tout petit peu ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc la biologie, c'est vraiment de connaître parfaitement les mécanismes de la maladie. C'est vraiment d'aller dans toutes les pathways qui peuvent exister dans le corps. Et à partir de cela, c'est aller sélectionner certaines cibles qui peuvent être intéressantes pour la maladie. Bien sûr aussi, essayer d'établir très rapidement un proof of concept, une preuve du concept pour cette cible donnée. Pour le chimiste, c'est de travailler autour des molécules qui ont des bonnes caractéristiques druggability, comme on dit. Et donc là, l'idée quand même, c'est de délivrer des NME dont on estime qu'ils ont quand même un bon potentiel, de ne pas tomber en clinique parce qu'il n'y avait pas le bon côté ADME ou tox. Donc voilà. Donc la recherche en biologie. Mais là, je pense que vous connaissez tout ça. Hein, c'est qu'aujourd'hui, on est capable d'aller à ce qui est le plus profond au niveau de la cellule, c'est nos DNA, c'est de savoir au niveau des protéines qui sont exprimées. Donc là, c'est vraiment la recherche génomique. Et donc, une des approches aujourd'hui qui existe, en effet, c'est la recherche génomique. Mais encore une fois, on le dit souvent, ça paraît facile quand on le voit comme ça. Le grand problème, c'est que quand on a une personne, par exemple, qui atteint de la schizophrénie, c'est que le meilleur DNA avec qui on pourrait comparer, c'est le sien. Parce que vous êtes tous différents. Vous n'êtes pas pareils. Donc, il faut aller. Et donc là, après, tout le monde est très différent. Donc, pour aller trouver ça, des moments où on dit c'est de la recherche d'une aiguille dans une boîte de foin. C'est à peu près ça, c'est la recherche génomique, c'est autour de ça. Mais moi, je dis il faut le faire parce qu'il y a quand même une autre expression qui dit qu'en cherchant une aiguille dans une boîte de foin, on peut éventuellement tomber sur la fille du paysan. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, ça passe pas, non. Le fils du paysan. Voilà. Donc, à ce moment-là, donc on essaye de trouver en effet des gènes qui peuvent être à l'origine. Par rapport au programme tuberculose, c'est aussi par une approche génomique qu'on a pu établir la cible sur laquelle on était actif. Donc là, la recherche génomique, elle a pris une place très importante. Après, on va exprimer la protéine. Une fois qu'on a la protéine, on va faire, d'un côté, on va faire des tests biologiques pour tester des molécules chimiques. En même temps aussi, il y a des équipes qui sont quand même forts et qui vont cristalliser les protéines et autrement même avec le ligand dedans, et ce qui va nous donner vraiment un très bon point de départ pour
aller optimiser la molécule vers ses activités. Autre chose, c'est pas recherche génomique, mais là, je vous montre quand même l'exemple de l'infection par le VIH. Donc, un processus qui aujourd'hui qui est très bien connu et dans lequel on connaît quasiment toutes les cibles qu'on peut attaquer par des médicaments. Parce que ça commence quand on a le virus du sida. Il y a d'abord la phase de reconnaissance, une phase de reconnaissance dans laquelle il y a quand même certaines cibles, certains processus, donc avec, par exemple ici, donc la reconnaissance par la CD4, là aussi il y a des chymokines, la CCR5, par exemple, qui est impliquée. Donc tout ça, aujourd'hui, même au moins pour la CCR5, il y a aujourd'hui un produit sur le marché. Donc il va faire que le virus ne peut pas fusionner avec ça. Après, il y a la phase de entry avec la fusion. Donc là aussi, on essaye de comprendre le processus. C'est une autre cible qu'on peut attaquer pour essayer d'éviter d'être infecté par le virus ou pour arrêter comment dire en français, la réplication du virus. Merci. Donc, après, on a l'entrée de toutes les composantes du virus avec les RNA, qui après, par la reverse transcriptase, qui est converti dans un double-strand DNA, qui à ce moment-là, avec l'intégrase, qui est incorporé dans notre génome propre. Donc c'est le grand problème avec HIV, c'est qu'une fois qu'on est infecté, on a dans certaines lymphocytes, eh bien on a toujours, même si on a aujourd'hui des thérapies qui font qu'on ne voit plus du tout du virus dans le corps, l'information pour en refaire si demain on arrête le traitement, il est toujours là. Et à ce moment-là, et c'est même une des approches aujourd'hui que des groupes prennent, c'est d'essayer d'attaquer la fameuse latency, donc essayer d'aller inciter des cellules qui ne font rien, parce que tant qu'ils ne font rien, ils vont pas faire le virus. C'est vraiment les inciter à cracher leur venin, à vraiment à les tuer. Et donc l'idée quand même, c'est aujourd'hui, il y a des gens qui rêvent quand même par ce biais-là d'attaquer la latency au niveau du virus. Donc après, reverse transcriptase, intégrase, et après on a l'autre qui est quand même très important dans le processing, voilà, parce qu'on fait par cette méthode-là, par la DNA, on va fabriquer des protéines et tout cela qui ont besoin, je dirais, de protéases pour faire les morceaux comme ils se doivent. Donc là aussi, cette protéase-là, elle est vitale pour le virus. Donc ça, c'est un exemple de comment est-ce qu'on peut avoir des cibles thérapeutiques en connaissant parfaitement le processus. Là, j'ai pris celui-là, il est facile. Je mettrai demain le même diapo pour tout ce qui touche autour du cancer. Déjà, premièrement, vous ne pourrez pas le lire, c'est immense. Encore, tout n'est pas connu. C'est extrêmement difficile d'y comprendre quelque chose, mais encore une fois, c'est passionnant même quand on est dans ce domaine-là. Il y a tellement de cibles, tellement de kinases et tout cela. Donc aujourd'hui, et certainement, si on veut aller vers de la médecine personnalisée, essayer d'aller vraiment mettre le doigt sur les protéines, sur les catalyseurs qui sont importants au niveau de la cancérigénèse, ce qui va être impliqué dans le tumor microenvironment. Donc, plein de choses qui sont très intéressantes, mais encore une fois, il y a, comme j'ai dit, un peu l'aiguille dans la boîte de foin là aussi. Donc, maintenant, ça c'était le travail du biologiste, d'essayer de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques. Voilà, et donc après, eh bien, à partir de cela, il y a différentes approches qu'on peut prendre pour démarrer notre travail de recherche. Donc, il y a d'un côté, il y a le criblage à haut débit, dans lequel en une semaine, on peut tester quelques centaines de milliers de composés sur une cible bien précise, qui va donner des points de départ, des hits, des touches pour le chimiste, donc qu'on peut mettre en œuvre. Une autre composante quand même, c'est si on est rapide et on a rapidement une idée quand même de la structure de la protéine,
C'est essayer même de faire du de novo design ou d'essayer d'apprendre de la manière comment certains ligands, autres ligands, comment ils se lient et d'essayer d'être intelligent. L'exemple que je vais vous donner tout à l'heure, c'est ce cadre dans ce domaine-là. Après, il y a aussi du ligand-based design. C'est qu'on va aussi regarder sur des ligands qui existaient déjà. On va essayer de faire des combinaisons de certains ligands. On va faire du pharmacophore mapping. On va essayer d'établir le pharmacophore. C'est un peu les éléments structuraux minimaux qu'il faut pour avoir une activité sur une cible. Donc tout ça, c'est des approches que nous, les chimistes, qu'on va prendre. Et finalement, une autre approche que M. Vermouth, très connu dans le domaine de la chimie médicinale, le professeur à Strasbourg, qu'il a appelé SOSA, c'est le Selective Optimization of Site Activities. Donc, on peut travailler sur des séries chimiques, on va les tester, et tout d'un coup, on tombe sur dans les tests de sélectivité sur quelque chose, sur une autre cible qui tout d'un coup nous paraît intéressant. Et là-dessus, on peut rebondir là-dessus et on peut éventuellement redémarrer un programme pour re-optimiser notre série chimique, plus pour la cible initiale, mais pour une cible à côté. Voilà. Donc, ça, c'est une fois qu'on a donc les points de départ pour le chimiste. Et après, eh bien, à ce moment-là, il ne reste plus qu'à optimiser ces molécules. Donc, il y a la fameuse... le processus d'optimisation, c'est vraiment assez simple dans sa base. C'est vraiment par une approche de design make test. Donc, on va continuellement faire des molécules qui vont nous donner une réponse par rapport à certaines questions qu'on peut avoir sur est-ce que là j'arrive. Et donc là aussi, ce qui est important dans ce processus-là, et là aussi, je rejoins Jorge, ce qu'il a dit, c'est que c'est pas à la fin, j'ai un slide là-dessus. Donc là, vraiment, l'idée, c'est quand même d'optimiser de manière multifactorielle. Donc, il n'y a pas que l'activité qui va nous intéresser. Il y a aussi, dès le départ, des tendances au niveau de la sélectivité. S'il y a des kinases très, très proches qu'on ne veut vraiment pas toucher, eh bien, il faut le travailler dès le départ. Il faut qu'on introduise le mieux possible les bonnes propriétés physico-chimiques dans la petite molécule que nous sommes en train de faire. Le ADME profile, donc on va très rapidement regarder la perméabilité, on va regarder les interactions avec les cytochromes P450, dont on en a plein dans le corps, qui sont à l'origine de la métabolisation plus ou moins rapide de certains de nos médicaments. Donc tout ça, et on va bien sûr aussi commencer à regarder certains aspects de toxicité. On va très rapidement se préoccuper de quelque chose qui s'appelle par exemple ERK Channel, qui est une espèce de biomarqueur pour des problèmes cardiovasculaires qu'on peut avoir après. Donc tout cela, c'est vraiment très multifactoriel. On essaye de maîtriser, d'orchestrer toute cette information pendant tout ce cycle-là, et donc pour aboutir, bien sûr, à la fin d'un candidat clinique et dont on espère que ça va devenir un médicament. Donc ça, c'est donc le principe de base de comment le chimiste médicinal, comment, en contrepartie avec son biologiste, comment il travaille main en main pour essayer de faire avancer le projet pour obtenir des médicaments. Donc, comme je l'ai dit, il est vraiment important. Premièrement, il y a cette idée-là que la recherche, il y a certaines phases. Et en effet, le moment de la target identification et du criblage. Donc, on va générer des hits de départ. Après, on a une phase dans laquelle, parce que c'est un peu il faut voir ça comme un entonnoir. Donc, où on va continuellement essayer de désélectionner, prendre les décisions bientôt pour essayer d'écarter des choses dont on estime qu'ils n'iront pas jusqu'au bout. Donc c'est vraiment un processus de sélection, désélection dans lequel on va mettre tous ces paramètres. Et ce qu'on peut dire, c'est que dans le passé, et même c'est vrai que quand moi j'ai démarré ma carrière à peu près dans les mêmes zones que Jorge, dans les années fin 80, on travaillait encore comme ça, on regardait bien l'activité et on se préoccupait peut-être pas assez tôt de certains problèmes qui peuvent venir de formulation, de métabolisme et tout ça. Et donc, un tout petit peu comme dans le jeu d'hier et tout cela, et bien, quand
soit on n'a pas l'argent pour passer, je dirais, quelque part la petite trappe qu'il fallait passer. Et bien là, si par exemple l'ADME était vraiment pas bonne, qu'on voit qu'en j'ai pas dit, mais quelques minutes, que notre molécule est complètement dégradée, métabolisée et tout ça, et bien finalement là, dans ces cas-là aussi, après un an de travail, c'était un peu, voilà, cage départ, il faut retourner au démarrage et donc on recommence. Donc pour éviter ça aujourd'hui, c'est vrai que dans ce processus-là, le early front-loading, intelligemment, parce que si on pousse tout vers le début, on ne fait plus rien non plus. Donc, un front-loading très intéressant, en se basant aussi sur l'ordinateur pour déterminer les propriétés in silico. C'est de se préoccuper, en effet, de tous les paramètres nécessaires pour qu'on puisse avoir un bon candidat au médicament à la fin. Pour en finir, et finalement là, vous allez voir un peu de redit par rapport à ce qu'on a déjà entendu tout à l'heure par Jorge, quelques perspectives futures. Premièrement, au niveau de la chimie. Et là, je vais vous parler de quelque chose qui a démarré depuis début des années 2000. Je vais vous parler d'une nouvelle approche. Et encore une fois, où on essaye d'essayer d'être intelligent, essayer de faire les choses pour que cette fameuse attrition soit le moins possible, qu'on puisse, de 50 projets découvertes, d'en sortir plus à la fin. Et en même temps aussi, et je sais que là, c'est peut-être une autre paire de manches, c'est d'essayer de compresser le temps de développement. Ce dont je vais vous parler, c'est comment est-ce qu'on peut introduire, quand on fait les cribages, comment est-ce qu'on peut déjà avoir des points de départ le mieux possible. Eh bien, pour moi, là, la solution, c'est quelque chose de nouveau qui est apparu, c'est le Fragment-Based Drug Discovery, voilà, 2002, là, avec les gens d'Astex qui sont très bien connus dans le domaine. Et finalement, on fait une approche encore différente par rapport à ce qu'on faisait avant, dans un sens où, avec des méthodes physico-chimiques, ça peut être par RMN, par spectrométrie de masse, par rayon X, on va cribler des fragments, des toutes petites entités moléculaires, et qui vont, à ce moment-là, qu'on va découvrir, qui se lient quelque part dans le site actif, par exemple, et sur lequel, après, qu'on peut avoir des approches très rationnelles de fragment growing ou du fragment linking. Aujourd'hui, le fragment growing a porté le plus ses fruits, ce qui est certes, donc c'est plus là. Et donc, vraiment, l'idée là-dessus, c'est la suivante. Les gens, ils disent qu'aujourd'hui, si beaucoup de nos molécules ils n'ont pas les propriétés physico-chimiques nécessaires, souvent, elles sont trop grands. Le poids moléculaire est trop élevé et ça ne mène pas à des bonnes perméabilités, à des bonnes... aussi trop grands, trop lipophiles, à ce moment-là, plus de métabolisation, donc c'est un problème. L'idée de la fragment base, c'est vraiment d'essayer de concevoir le ligand le plus efficace. Le ligand efficiency, c'est quelque chose qu'on utilise là-dedans, et donc le plus efficace possible au niveau de sa liaison. Donc on essaye d'avoir la plus petite molécule pour le meilleur binding par rapport à la cible. Donc, parce que ce qu'on dit tout souvent, c'est que dans un criblage à haut débit classique, c'est que souvent, on a une liaison qui est suboptimale, on a une bonne activité parce qu'on a plusieurs suboptimal binding elements, mais l'idée là, c'est vraiment d'essayer vraiment d'aller fabriquer le petit ligand vraiment qui sera fait pour son récepteur à lui, et dont on espère après qu'il donnera plus de sélectivité. Donc ça, c'est donc cette nouvelle approche où on a vraiment besoin parce que là, souvent, les premières binding constants qu'on va mesurer, c'est plutôt dans le high micromolar, millimolar, souvent où les tests biochimiques ne sont même pas capables d'aller déceler ce type de binding. Donc, on a besoin de techniques biophysiques pour aller établir, en effet, la liaison du petit fragment dans sa cible, et après, par une approche de fragment growing et très rationnelle, on va essayer, en effet, encore une fois, là-dedans aussi, le fameux Design Make Test Cycle, il revient, où on va faire l'optimisation de ces petits fragments, vers le druggable lead, et après une phase d'optimisation.
et encore une fois, en étant le plus intelligent possible, d'y impliquer quand même d'y introduire quand même les bonnes propriétés physico-chimiques, comme on démarre de petit et comment on fait grandir la molécule. C'est des choses qu'on peut suivre au long de la route. Et donc ça, c'est une nouvelle approche qui aujourd'hui qui est en train de grandir et qui est en train de prendre sa place. Et quand même, Plexicon avec une kinase BRAF, où ils claiment qu'ils ont démarré le projet en 2003. Aujourd'hui, ils ont une molécule sur le marché. Donc là, ils ont fait en moins que 10 ans. Donc peut-être un signe aussi qu'on peut, pour certaines cibles, on va pouvoir raccourcir le temps de développement. Donc c'est un développement que moi personnellement j'y crois beaucoup. Donc une des raisons pourquoi je suis maintenant dans la société Novalix qui détient toutes les technologies physico-chimiques pour faire les mesures, la spectrométrie de masse, les rayons X. Et donc on a déjà quelques belles cas d'exemple dans les kinases où en 6 mois de temps qu'on a vraiment des belles points de départ. Et finalement, encore une fois, je pense que rien de nouveau, peut-être juste le diapo, c'est que moi je pense aussi que la pharma, elle tire la langue. Là, c'est une industrie, elle a toujours une méthode de gestation, de croissance, et après, où elle tire la langue, eh bien, la pharma, elle est un peu dans cette situation aujourd'hui, avec des produits qui sont tombés dans le domaine public, avec pas assez de nouveaux composés qui vont remplacer, avec un coût de revient que moi, je pense plutôt autour de 1,5 milliard de dollars. Donc la question, finalement, est donc déjà depuis les années 80, on est à la recherche quand même de technologies des innovations de rupture dans le domaine. Il y a eu les méga-fusions, il y a eu plein de nouvelles technologies qui sont mises là. Et bien finalement, et après je ne sais pas si Jorge par rapport à son petit diapo là, où tout d'un coup on voit une chute, je pense que c'est à peu près le moment, je dirais quand même, des méga-fusions qui ont, à mon avis, qui ont peut-être permis à court terme d'avoir un pipeline suffisant pour pouvoir envisager quelques années de plus, mais pour moi quand même qui ont pas mal tué ou arrêté ou ralenti l'innovation qui existait dans les sociétés pharmaceutiques. Donc déjà ça. Donc les nouvelles technologies, il y a des technologies extrêmement importantes, intéressantes. Celui-là que je viens de dire là aussi. Mais je crois que dans sa totalité, ces nouvelles technologies aussi, ça demande quand même beaucoup d'expertise. Et si on peut dire que dans le temps, pareil que comme Jorge l'a dit, c'est que on voulait faire tout en interne. On savait tout le mieux, exactement comme Jorge a dit. Voilà, on ne s'occupait pas des autres. Même au contraire, je crois qu'il y avait une vraie paranoïa par rapport à son IP, par rapport à ça, c'est à moi, donc il ne faut pas qu'on le divulgue. Depuis quelques années là aussi, et s'il y a des gens qui sont intéressés un peu pour voir cette évolution, il y a le fameux Open Innovation Concept avec une des personnes qui en parle beaucoup, Henry Chesbrough. Et bien là, en effet, c'est que ici, on disait qu'on doit tout faire en interne, on doit tout avoir en interne. Voilà, ici, on le fait en interne, on va gagner contre les autres. Et donc là aussi, il faut qu'on soit parano par rapport à notre IP. Tandis que là, le Open Innovation, c'est vraiment partageons notre savoir-faire. Partageons ce que nous, on sait. Partageons-le avec ce que l'autre personne, elle sait. Et essayons d'en tirer quand même un meilleur bénéfice. Donc, c'est vraiment basé sur des vrais partenariats. Et donc, où on est aujourd'hui, c'est que premièrement, ce qu'on peut voir en effet, c'est que même vers le futur, moi je pense sincèrement que la grande pharma, et je peux répondre, c'est moi mon point de vue par rapport à la question, par rapport à recrutement dans la grande pharma, moi je pense quand je regarde la jeunesse que je vois devant moi, moi je vois quand même la plus grande opportunité qui va se situer plutôt dans des biotech, dans des réseaux scientifiques qui émergent. Il y a différentes méthodes pour approcher, mais il y a bien sûr aussi les groupes académiques qui commencent à jouer un rôle, avec quand même aussi l'académie, et je ne savais pas comment il fallait le faire, mais des spin-out qui viennent d'innovations là, qui rentrent là. Et après, on a aussi ce qu'on appelle les external research capabilities. C'est un peu, par exemple, le fragment-based drug discovery qui a besoin d'outils de pointe dans un certain domaine. Encore une fois, il ne faut pas que les groupes pharmaceutiques qui y investissent, qui vont faire appel
aux gens qui ont vraiment la technologie. Et donc, on est aujourd'hui dans un nouveau écosystème qui est en train de se construire, basé sur le partenariat, où entre les grandes pharma et qui peut-être même à terme peuvent devenir un peu le virtual library, enfin, le virtual lab ou quelque chose comme ça, avec quasiment des personnes qui sont là avec le téléphone pour téléphoner à tous les partenaires. Je ne sais pas si ça irait aussi loin, parce que moi, je suis intimement convaincu que pour pouvoir faire du bon program sourcing en externe, il faut quand même garder beaucoup d'expertise en interne aussi. Si on perd ça, on ne pourra jamais aller sélectionner ce qui est le mieux en extérieur. Donc c'est un nouveau équilibre qui est en train de se mettre en place, un nouveau équilibre où on va aussi travailler en partenariat avec les groupes académiques pour vraiment l'échange scientifique, qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que nous on sait, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble sur certaines choses, l'accès à certaines technologies de pointe qu'on va faire avec des research capabilities. Donc on est en train de partir sur un nouveau écosystème de groupements universitaires, de petites sociétés biotech et tout cela en dehors, les research capabilities, qui vont, elles, bien sûr, essayer de collaborer avec les grands groupes pharmaceutiques et tout cela pour pouvoir aller présenter. Tout cela fondé sur peut-être des courants de fonds qui vont être différents, peut-être avec un peu plus capital risque, avec peut-être dans les maladies rares des associations qui ont pu générer un peu d'argent. Donc, encore une fois, parce que tout cela, il faut quand même toujours qu'on paye la recherche qui est quand même devenue extrêmement chère. Mais là, au moins, on serait sur quelque chose où on va vers du shared risk, vers du shared cost. Donc là, des choses qui peuvent se faire sans pour autant dire que je vois aussi énormément de possibilités de partenariat, pas uniquement avec les grandes pharma, mais les petites entre eux aussi pour se mettre ensemble, pour réfléchir ensemble, pour pouvoir résoudre certaines problématiques qu'on peut avoir. Et donc, c'est ce que je dis toujours, on est en train d'évoluer d'une recherche qui était complètement intégrée vers une recherche qui va être hautement coordonnée. Et c'est là où je pense qu'une association comme Harris, qu'on a un énorme rôle à jouer, parce que quand même, tous ces changements-là, c'est le monde un peu idéalistique que j'ai montré là. Et on a eu des questions par rapport à un peu la mentalité qui peut exister, des grandes pharma qui sont souvent quand même, qui ont une certaine arrogance, qui ont toujours cette idée du passé, on sait tout mieux. Donc, il y a encore des grands pas à faire, à mettre en place une structure avec en effet des entités de valorisation, et je rejoins Jorge complètement, un INSEM transfert, c'est extrêmement important. Donc il y aura des entités de valorisation dont on aura besoin, des associations comme Harris, qui pour quelque part structurer, pour un peu gouverner, pour un peu accompagner toute cette dynamique de ce nouveau écosystème qui est en train de se mettre en place. Donc, sans rentrer trop dans le détail, encore une fois, je pense que là, on pourrait aller vers quelque chose où on va donc avoir les coûts partagés. On va aussi peut-être avoir des better resource allocations. Maintenant, ça fait 2 mois que je suis dans une petite société. Je vois déjà la dynamique qui est complètement différente, nettement plus créative. L'énergie qu'on dégage, on sent vraiment que ça avance. Tandis que, et encore une fois, pour répondre, dans le grand groupe, c'était intéressant aussi. On faisait de la belle recherche. Mais quand je vois maintenant l'énergie que je dépensais déjà à maintenir à peu près un équilibre au niveau du groupe, de maintenir la bonne communication auprès d'une entité qui est trop grande, c'était des moments fatigants. Donc, je pense que là aussi, plus de réactivité et peut-être aussi des entités qui vont être plus focalisées. Et là, je pense que le modèle GSK, avec des petites entités qui ont vraiment l'accountability, la responsabilité pour moi, c'est même en termes d'une grande société, pour moi aussi, c'est le chemin qui est à suivre, parce que, ouais, small is beautiful. Et voilà, et donc c'est avec ça que je finis. Donc le but, encore une fois, c'est d'être plus efficace, d'être plus productif au niveau du nombre de molécules qui vont sortir sur le marché avec cela. Eh bien, je suis à l'écoute et toutes les questions sont les bienvenues.